Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Et oui, bienvenue ici au CERCIL à Orléans. La première chose que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est ce visage, ce portrait, cette petite fille. Vous la connaissez peut-être, c'est Aline. Son visage est devenu le symbole de ce lieu où nous sommes, le musée mémorial des enfants du Veldiv. Parce que Aline a été internée dans ce camp de Beaune-la-Rolande, dans le Loiret, avant d'être déportée et assassinée à Auschwitz. Elle avait 3 ans, c'était le jour de son anniversaire. Elle est morte à Auschwitz, ce camp dont on célèbre la libération. C'était il y a 80 ans, le 27 janvier 1945. On va en parler avec nos invités. Hélène Moucharzé, la présidente et fondatrice de ce musée. Nous serons aussi avec un professeur et un élève d'un lycée de Saint-Jean-de-Bray qui fait tout un travail de mémoire autour de la Shoah. En ce moment, cette page terrible de notre histoire, la libération d'Auschwitz, un événement commémoré partout dans le monde, en Pologne, à Paris, à Orléans, ce lundi où une cérémonie a eu lieu avec notamment le maire de la ville sur la musique du chœur de l'Opéra de Tours. Commémoration bien sûr, je le disais, en Pologne. Emmanuel Macron et de très nombreux chefs d'État étaient aujourd'hui à Auschwitz. Julie Poirier. Ambiance lourde, pesante, devant la porte du camp d'Auschwitz. Comme pour laisser place aux âmes du million de juifs exterminés ici, en présence d'une poignée de survivants, les derniers. Nos pensées doivent aussi être orientées vers ces millions de victimes qui ne nous diront jamais ce qu'ils ont vécu. Accompagnés de leurs familles, des survivants très âgés qui ont vécu l'horreur. Parmi eux, Tova Friedman, âgée de 5 ans et demi lorsqu'elle a été arrêtée avec sa mère, elle se souvient des autres enfants. Elles étaient couvertes de haillons et certaines d'entre elles marchaient même pieds nus dans la neige. Elles aussi ont été réduites en cendres. Et je me suis demandé en silence si mon baraquement serait le prochain. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge libère le camp de concentration d'Auschwitz. 80 ans plus tard, le monde commémore cette date. Les représentants de plusieurs nations ont rendu hommage aux victimes. Les rescapés craignent que les leçons de l'histoire n'aient pas été retenues. On voit l'antisémitisme se répandre de par les nations du monde. C'est choquant. C'est choquant pour nous tous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Des paroles de rescapés indispensables pour ne jamais oublier l'horreur de la Shoah et ses 6 millions de victimes. Et je retrouve ma première invitée ici au CERCIL, Hélène Moucharzé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de ce lieu, de ce musée. Vous êtes aussi la fille de l'Orléanais Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, assassiné par la milice en 1944. Jean Zay qui est entré au Panthéon il y a 10 ans maintenant. En 2015. En 2015, exactement. On a vu les images des commémorations à Auschwitz, à Paris et ici, à Orléans. Vous y étiez. Quel est votre sentiment ce soir, 80 ans après la libération de ce camp? Évidemment, c'est une date très importante, d'autant plus qu'on le sait bien, c'est maintenant que malheureusement les derniers rescapés, les derniers témoins disparaissent, on le sait, et donc ça pose en effet la question de la transmission qui a été au cœur de la commémoration. Et je trouve que cette commémoration qui associait en effet Joseph Weissmann, qui est un rescapé de la rafle du Veldiv, qui associait des enfants, c'est très touchant. C'est tout à fait dans la ligne, en effet. Joseph Weissmann qui a réussi à s'échapper du camp de Beaune-la-Rolande. On va entendre son témoignage dans un instant. Mais d'abord, c'est vous qui avez créé ce lieu, le CERCIL, il y a 34 ans. Je crois que vous aimeriez nous faire découvrir une pièce qui vous tient particulièrement à cœur. Absolument. Je vous en prie. Allez-y, je vous suis. De quoi s'agit-il? Alors, où nous sommes? Il y a plusieurs portraits ici. La salle des enfants, je crois. Oui, alors on a tenu beaucoup à ce que soient présents, en effet, ces enfants, tous les enfants, parce que vous savez que ce qui s'est passé dans ces camps de Pithiviers-Beaune-la-Rolande, c'est le début du génocide, c'est-à-dire que ces enfants ont été emmenés à Auschwitz et de là, aucun enfant n'est revenu. De toute façon, à cette époque-là, aucun enfant ne revenait. Donc on voulait qu'ils soient présents dans ce musée et qu'ils soient présents avec leurs photos. Le problème, c'est qu'on n'avait pas les photos de tous les enfants
pour des raisons qu'on peut très bien comprendre. Mais on a tenu tout de même à ce que dans cette salle des enfants, ils soient tous là. Donc, d'où la présence de ces espaces blancs qui en même temps disent quelque chose, enfin ils expriment quelque chose, ils expriment cette absence. C'est-à-dire qu'on a des photos, mais également des noms avec des Voilà. cases blanches où on n'a pas effectivement récupéré les photos. La nouveauté depuis ce matin, c'est que vous avez récupéré 127 parce portraits. que dès le départ, avec les scénographes avec qui on a travaillé, on leur a dit il faut absolument qu'on puisse ajouter des photos, parce qu'on savait que des photos viendraient qui ont été amenées par des familles, qui ont été aussi apporté par Serge Klarfeld, qui a énormément travaillé avec le CERCI, par le mémorial de la Shoah à Paris. Et donc, c'est une date très importante aujourd'hui, je l'ai dit ce matin, parce que ce souhait qu'on avait au départ, il y a 30 ans, de rajouter des photos, de pouvoir compléter un peu, on l'a eu. Et on avait fait là-bas une colonne où, malheureusement, parce que ça, on a les photos, mais il y a des enfants dont on n'aura jamais les photos, dont on ne saura jamais les noms, parce que la veille de leur déportation, vous savez que les enfants étaient restés tout seuls, il y a des gamins de 2 ans, ils ne savent pas dire leur nom. Et Hélène Moucharzé, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui encore de se souvenir de cette période terrible, très sombre de notre histoire, en particulier dans un contexte où l'on constate une hausse importante des actes antisémites en France et en Europe d'ailleurs? Bien sûr, c'est très important de rappeler ce qui est un phénomène absolument inouï au sens propre dans l'histoire, qui ne peut être comparé à aucun autre, de rappeler que ça existait, parce que la tendance quand même, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre? C'est qu'au départ, personne n'a cru que c'était possible. Et donc, ce grand silence qu'il y a eu, parce que vous savez que la mémoire a mis du temps à arriver. On a beaucoup célébré la résistance, on a bien fait, mais la déportation et en France le problème de la collaboration, il a fallu des années. Donc il faut se souvenir, parce que un des complices des pires, c'est le silence et c'est l'indifférence, ou plutôt les gens qui détournent leur regard. Du souvenir et de la transmission de la mémoire. Vous nous parliez tout à l'heure de Joseph Weissman, qui était présent ce matin ici au CERCIL, un survivant. Il était ce matin aux commémorations. Joseph Weissman, très ému, qui a raconté sa fuite du camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Il avait à peine 11 ans à l'époque. Regardez ce sujet de Mathieu Jarry. Dans un camp d'extermination, on arrive, comme mes parents et mes 2 sœurs sont arrivés, ils sont tout de suite passés à la chambre à gaz, ils sont morts tout de suite, et ensuite au four crématoire. Il aurait dû connaître le même sort que ses parents et ses sœurs, assassinés à Auschwitz après avoir été livrés aux nazis par la police française. Le 16 juillet 1942, Joseph Weissman et sa famille sont arrêtés à leur domicile parisien et conduits du Veldiv au camp de Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Âgé de 11 ans, accompagné d'un autre enfant, il échappe à la déportation en s'évadant du camp. On est rentré dans les barbelés, et puis on a mis 6 heures à les traverser, parce que c'était un entrelac infranchissable. C'est pour ça que personne n'a jamais pu s'évader avant ni après, que c'était impossible. Et vous allez me dire, c'était pas impossible parce que vous avez réussi, mais vous se rappelez que ces 2 petits bonshommes de 11 ans, qui n'ont rien à bouffer depuis 2 ans déjà, ils sont gros comme un berger allemand. Et c'est parce que nous avions une toute petite corpulence qu'on a réussi à faire une espèce de tunnel à l'intérieur de cet entrelac de barbelés. Joseph Weissman se cache en forêt d'Orléans, puis passe la fin de la guerre à travailler dans une ferme. À la Libération, il est recueilli par une famille de la Sarthe, département où il réside encore. En 1996, il rencontre Simone Veil qui le convainc de raconter son histoire. Sa vie inspire le film La Rafle ou encore une bande dessinée. Il devient un passeur de mémoire. Quand on ne reste que des enfants hébétés, épuisés, octant leurs dernières larmes et leur immense chagrin inconsolable. Comme l'été dernier pour la commémoration de la rafle du Veldiv, malgré la fatigue, malgré ses 93 ans, Joseph Weissman continue de partager son récit. Le hasard a voulu que je m'en sorte, plutôt que de rester au coin du feu avec ma pipe, mes chaussons et mon chien sur les genoux, je sers à quelque chose.
Voilà donc pour le témoignage de Joseph Weissmann, 93 ans. Bonsoir Nicolas Botta. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Jacques Monod à Saint-Jean-de-Bray, tout près d'ici, près d'Orléans. Bonsoir à vous. Bonsoir. Raphaël Asselin, vous êtes l'un de ses élèves, un élève de terminale. Bonsoir à vous deux. On a entendu ces mots de Joseph Weissmann, rescapé du camp de Beaune-la-Rolande, nous dire « Je sers à quelque chose ». En quoi ces témoins sont utiles pour vous qui enseignez cette histoire si singulière, l'histoire de la Shoah? Pour nous, professeurs d'histoire-géographie, c'est essentiel de pouvoir nous appuyer sur les témoignages des personnes qui ont vécu ces événements pour permettre aux élèves d'approcher la réalité de ces événements. Parce que ça rend aussi l'histoire vivante. Oui, tout à fait. Et il y a un enjeu évidemment de transmission de la mémoire de ceux qui ont vécu. Vous, Raphaël, quel est votre ressenti quand vous entendez le témoignage d'une personne d'un rescapé, d'un survivant de la Shoah? On sent que c'était vraiment une période très importante, la Shoah, et que c'est vraiment une histoire à part qu'il ne faut à jamais oublier et qui sera toujours très importante, on l'espère. Et ces derniers témoins qui sont encore en vie avaient votre âge ou étaient enfants lorsqu'ils ont traversé ces épreuves à l'époque. Est-ce que ça vous permet aussi justement de mieux comprendre ce qu'ils ont pu traverser tout simplement? Forcément, on comprend l'histoire différemment. On ne la comprend pas à travers des professeurs dans une salle de classe, mais à travers vraiment une histoire qui nous semble vraiment réelle, qu'on peut imaginer. Et c'est forcément un des meilleurs moyens. On l'a dit, ce sont des témoins qui sont très âgés. Joseph Weissmann, 93 ans. Est-ce que vous avez conscience que justement vous faites partie des dernières générations à écouter, à entendre ces témoignages? Oui, on s'en rend bien compte. C'est d'une importance capitale. On est une des dernières, vous venez de le dire, une des dernières générations. Et on se rend compte de l'importance de transmettre cette mémoire et de l'importance de ces personnes. Est-ce que vous, au sein de la profession, des professeurs d'histoire, est-ce que vous avez réfléchi justement à la manière dont vous allez enseigner la Seconde Guerre mondiale une fois qu'il n'y aura plus de témoins directs? Alors c'est un véritable enjeu pour les professeurs d'histoire. C'est une situation qu'on a déjà connue avec ceux qui avaient connu la Première Guerre mondiale, qui se sont tous éteints. Donc on enseigne aux élèves, à ces élèves qu'on a actuellement, le fait qu'ils seront les passeurs demain de cette mémoire. Et on rentre aussi dans l'histoire, dans l'analyse plus scientifique aussi des faits. Alors restez encore avec nous, on va parler plus précisément de votre projet pédagogique parce que vous allez bientôt partir en Pologne, à Cracovie et à Auschwitz. On va d'abord s'intéresser à une histoire assez méconnue puisqu'on parle beaucoup des camps du Loiret, de Beaune-la-Rolande en particulier. D'ailleurs, on a ici au sein de ce musée un morceau d'un baraquement qui était à Beaune-la-Rolande et qui a été reconstitué ici. Mais il y a eu d'autres camps dans la région, notamment dans le Berry et en Touraine. On regarde ce sujet de Flavien Texier, on se retrouve juste après. Le camp de Douadig dans l'Indre. D'abord construit pour des prisonniers de guerre allemands, il devient à l'été 1942 un camp d'internement pour les Juifs. La plupart sont des femmes, des enfants ou encore des vieillards. Les conditions étaient rudes dans la mesure où il y avait peu d'hygiène, on disposait de peu de points d'eau, les gens dormaient sur de la paille. La nourriture était évidemment extrêmement réduite. Parmi les rafles effectuées, celle de février 1943. 80 juifs étrangers sont arrêtés puis envoyés vers un centre d'extermination en Pologne. Il n'y aura qu'un seul survivant. Le camp d'internement de Voves en Eure-et-Loire est dirigé par les autorités françaises dès 1942. On y enferme principalement des opposants au régime de Vichy, des communistes, des syndicalistes, mais également des juifs. Plus de 2000 personnes sont passées ici. À Voves, une quarantaine de prisonniers imaginent un système pour s'échapper. L'idée est venue à certains camarades de faire un départ de tunnel à partir du milieu du camp, donc des douches. Alors personne n'aurait pu penser naturellement qu'un tunnel d'évasion pouvait partir de cet endroit. Une histoire qui a inspiré le film La Grande Évasion avec Steve McQueen. Les SS furieux reprennent alors le contrôle du camp et déportent un peu plus de 400 internés vers un camp de concentration en Allemagne. Le camp de la Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher, dans l'ancien sanatorium des Pins. Il ouvre en 1940 et accueille dans un premier temps des travailleurs polonais. Mars 1942, il devient un camp de détention pour juifs et tziganes.
105 Juifs arrivent du camp de Poitiers alors surchargés. Ils sont conduits à Pithiviers, puis Auschwitz. On termine avec le camp de Lalande à Mont en Indre-et-Loire. Construit à l'origine pour loger des ouvriers, il est réquisitionné par la Gestapo en 1940. Les premiers arrivants sont des Juifs polonais. Octobre 1941, le camp devient camp d'internement. Septembre 1942, 422 personnes sont déportées vers Auschwitz. 14 seulement en reviendront. Et nous voilà de retour en direct du CERCIL d'Orléans pour les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Je suis toujours avec Nicolas Botta, professeur d'histoire, et Raphaël Asselin, élève de terminale. Alors vous, je le disais, au lycée Jacques Monod de Saint-Jean-de-Bray, vous avez tout un projet pédagogique autour de la Shoah et vous allez bientôt partir en voyage en Pologne. Quel est l'objectif ? Alors effectivement, nous partons donc ce dimanche pour une semaine à Cracovie et Auschwitz-Birkenau. Le but est de permettre aux élèves d'approcher les traces de la vie juive en Pologne, puisqu'on ne se rend pas uniquement sur le lieu du complexe d'Auschwitz-Birkenau, mais aussi sur les traces de la vie juive à Cracovie, et puis sur toutes les traces des étapes du processus génocidaire. Vous, Raphaël, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes juste avant ce voyage ? À la fois excité, mais aussi on se dit qu'on va découvrir quelque chose d'impressionnant. On se dit que c'est vraiment un voyage d'une vie. C'est très intéressant et je sens que... Vous appréhendez un peu ce moment ? Oui, un petit peu, parce que on se doute bien que ça va être quelque chose qui va nous marquer. Les enseignements en classe sont d'une très grande importance et nous montrent que la Shoah, c'est vraiment quelque chose de très singulier qu'on a du mal à vraiment percevoir en classe. Vous avez déjà fait des voyages scolaires à Auschwitz ces dernières années. Comment ça se passe quand on est un jeune de 16-17 ans de se retrouver confronté à cette réalité ? Alors, ce sont des voyages qui sont toujours très préparés. On prépare les élèves en classe, on les prépare à ce qu'ils vont voir, à pouvoir comprendre, parce que Auschwitz-Birkenau, c'est un espace immense qu'on a du mal à comprendre si on n'a pas travaillé ce sujet. Ce qui frappe, c'est l'immensité du lieu. Et en même temps, cette immensité, elle concerne ceux qui ont été déportés, qui sont entrés dans le camp de concentration pour le travail. Donc la minorité qui n'a pas été assassinée immédiatement. Ce sera donc un moment important. Donc vous partez dimanche pour ce voyage. Je vous souhaite un bon voyage du coup en Pologne. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Alors, en cette journée de commémoration, je vous propose d'entendre cet autre témoignage, un témoignage rare, celui d'Albrecht Weinberg, un juif allemand âgé aujourd'hui de 99 ans. Regardez. Malgré les années, ce village de Frise orientale est resté le même. Le canal, les briques rouges, tout est là, comme à l'époque se souvient Albrecht Weinberg, juif allemand presque centenaire, survivant d'Auschwitz. Mon frère et moi, on dormait là-haut. Sa famille a toujours résidé dans cette maison. Son père était boucher, ancien combattant allemand de la Première Guerre mondiale. Au milieu des années 30, la vie des Weinberg change brutalement. En 1936, j'avais 11 ans. Le professeur est venu et il m'a dit « Tu ne peux plus venir à l'école. Maintenant, tu es juif. » J'étais un petit enfant. Je ne comprenais pas. Les persécutions se poursuivent dans son village. Les insultes, les jets de pierre. En 1939, Albrecht, son frère et sa sœur sont envoyés dans des camps de travail forestier pour mineurs. Ses parents se cachent à Berlin. Il se souvient encore des derniers mots de sa mère. Quand toute cette période sombre sera passée, on se retrouvera à Berlin. Ses parents seront déportés juste après. Lui, quelques mois plus tard. En avril 1943, Albrecht descend d'un wagon à bestiaux surchargés. Face à lui, le camp d'Auschwitz. Ils ont ouvert les portes du train. Il y avait debout ces prisonniers en uniforme rayé. Et les soldats hurlaient « Sortez, sortez, dehors !» Et il y avait des personnes âgées qui sautaient du wagon et qui tombaient par terre. Sur les 940 personnes présentes dans le convoi, seul un quart n'est pas exterminé dès son arrivée. Albrecht, lui, est envoyé aux travaux forcés, mais avant, il est tatoué. Son numéro, qu'il porte toujours, 116 927.
Vous êtes réduit à l'état d'animal. Vous n'êtes plus un être humain. Vous vous levez le matin, un gars est mort juste à côté de vous, vous le prenez et vous le jetez par terre. En janvier 1945, devant l'avancée des troupes russes, les SS évacuent le camp et transfèrent les détenus à Bergen-Belsen. Weinberg ne pèse plus que 29 kilos quand les Britanniques arrivent. Au début, on ne pouvait pas réaliser qu'on était libre. Il y avait ces milliers de personnes qui gisaient sur le sol. Ils étaient en état de décomposition. C'était effroyable. Albrecht s'en est sorti vivant comme son frère et sa sœur. Après 60 ans passés aux États-Unis, le vieux monsieur est revenu finir ses jours dans sa région natale. Mais les démons du passé ne sont jamais loin, estime-t-il. Le cimetière juif de ses ancêtres a été profané l'an passé. Je me suis dit alors qu'il fallait que je prépare mes valises et reprenne une nouvelle fois la route. Le soir même, des voisins sont venus nettoyer les tombes en solidarité. Malgré tout, le survivant d'Auschwitz reste inquiet de la montée de l'extrême droite et de l'antisémitisme dans son pays. Ces gens qui votent extrême droite, ils doivent regarder une photo de ce qu'est devenu l'Allemagne après ce qu'Hitler a fait à l'Allemagne. Albrecht Weinberg veut continuer à témoigner tant qu'il le pourra. Une nécessité absolue, dit-il, en ces temps troublés. Voilà pour cette édition spéciale que vous avez suivie ici en direct du musée mémorial des enfants du Veldiv. On parlait tout à l'heure de l'importance de la transmission de la mémoire aux jeunes générations. Eh bien, regardez ce que cela donne en photo. Ces magnifiques portraits de rescapés de la Shoah qui posent aux côtés de jeunes d'aujourd'hui, âgés du même âge qu'au moment de leur déportation. 15 ans, 16 ans, 17 ans. On se quitte sur ces très belles images. Bonne soirée à vous et à bientôt.